bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir pour ce nouveau webinaire. Donc, je suis Valérie Gigoux de l'équipe marketing Systentia et je suis accompagnée de Bernard Debauche, qui est directeur produit marketing chez Systentia, et Lucas Meyer, qui est product owner sur nos solutions de PAM et ZTN. Donc ce matin, Bernard et Lucas vont vous présenter 6 fonctionnalités indispensables pour la sécurité de vos accès à privilèges. Pendant toute la durée de la présentation, vos micros sont coupés. Donc nous vous invitons à utiliser l'outil de conversation pour poser vos questions. Et comme cela, Bernard et Lucas pourront y répondre à l'issue des présentations. Donc Bernard et Lucas, je vous laisse la main. Merci beaucoup Valérie, bonjour Lucas. Bonjour Bernard. Donc effectivement, nous allons présenter des fonctionnalités qui nous semblent importantes par rapport au PAM. Mais pour démarrer, reprenons déjà un peu les fonctionnalités de base qu'on ne va pas démontrer ici. On fait l'hypothèse qu'elles sont, on va dire, acquises. En général, les grandes fonctionnalités de base d'une solution de PAM sont caractérisées par souvent d'abord ce qui concerne la gestion des sessions, avec donc les sessions d'accès aux différentes ressources qu'on va administrer, RDP, SSH, Web, etc., avec toute la traçabilité et l'enregistrement qui l'accompagne. Ensuite, il y a tout un pan de fonctionnalités autour de la gestion des crédentials, des mots de passe, donc un coffre-fort, utilisé donc pour les comptes d'accès aux ressources à administrer, avec toutes les fonctions sur ce coffre-fort de gestion des politiques de mots de passe, gestion des politiques de rotation de mots de passe également. Et ensuite, il y a tous les types d'accès. Il y a de l'accès direct, hein, le fait d'utiliser des outils natifs pour accéder aux ressources directement, tout en passant par le PAM pour avoir la traçabilité et l'enregistrement, mais également tout ce qui est accès distant sécurisé. Et là, l'offre d'Assistentia est caractérisée par sa sécurité Zero Trust avec sa double barrière. Et donc, quand on parle d'accès plutôt distant, prestataire par exemple, c'est là qu'on a des fonctionnalités de type accès juste à temps, just in time, et avec des workflows d'approbation, d'accès à des ressources. Et évidemment, la protection de l'accès à la solution, notamment quand on est en accès distant par exemple, avec de l'authentification multifacteur. Donc une protection maximale à la fois à la solution de PAM et une protection maximale de l'accès via le PAM aux ressources à administrer. Donc voilà, on va partir du fait que ces fonctionnalités de base sont acquises pour aborder un certain nombre de fonctionnalités qui nous semblent intéressantes à aussi exploiter. Alors, dans les fonctionnalités de base, on parle souvent de 4 IE. Les 4 IE, c'est-à-dire qu'en même temps qu'un administrateur travaille dans une session sur une ressource, il y a un superviseur des administrateurs qui a accès à une console où il peut voir en même temps ce que fait l'administrateur en question. On peut étendre cette fonctionnalité du 4 IE avec ce qu'on appelle le 4 mains, c'est-à-dire un vrai partage de session où la personne qui est en cours de travail dans une session peut s'arranger pour que la session soit rejointe par quelqu'un. Alors, ça peut être directement ce fameux superviseur des administrateurs ou un administrateur de la solution qui rejoint la session en cours, mais ça peut être aussi le fait de solliciter en fait un utilisateur déjà connu de la solution, mais ça peut être aussi solliciter un invité qui n'est pas encore connu de la solution. Donc, c'est ce qu'on va appeler le cas de main ou le partage de session. Alors, Lucas, est-ce que tu peux nous démontrer cette fonctionnalité? Bien sûr. Alors Bernard vient d'évoquer 3 cas d'usage, donc nous allons les passer en revue avec notre produit. Vous voyez juste ici le portail utilisateur du produit. Je suis connecté en tant qu'utilisateur, je me nomme user1 pour cette démonstration. Et pour cette démonstration, je vais juste l'afficher en demi-écran. Je vais me connecter à un serveur RDP en HTML5, c'est-à-dire directement dans le navigateur, et on va se placer dans le cas où je suis un admin qui s'est connecté sur un des serveurs pour réaliser des tâches de maintenance, et au bout d'un moment, je me retrouve un petit peu bloqué. J'ai besoin, par exemple, que mon infogéreur me vienne en aide pour le paramétrage
d'une ressource ou d'un service en tout cas. Donc, ce que je vais faire une fois que que j'ai lancé ma session, que je suis correctement connecté à mon serveur. Donc, bon, là, j'ai une tâche diverse, c'est par défaut, c'est le serveur manager, ça n'est pas bien grave. Ce qu'on va faire, on va basculer par la suite dans le menu On Air. Dans ce menu On Air, on va retrouver notre session en cours et j'ai maintenant la possibilité de demander une assistance. Donc, c'est ce que je vais faire. Je vais cliquer sur les 3 petits points, je vais demander une assistance. Je vais pouvoir éventuellement rajouter un commentaire avec ma demande d'assistance. La demande est soumise. Maintenant, je vais me connecter en parallèle en tant que l'infogéreur, qu'un support, peu importe, et je vais être habilité à pouvoir porter assistance à cette demande d'accès. Donc, dans notre produit, on indique quels utilisateurs peuvent demander une assistance et quels utilisateurs peuvent répondre à cette demande d'assistance. Ici, j'ai une petite icône de bouée, une bouée secours, assistance qui clignote et je vois bien que j'ai l'utilisateur user1 qui utilise l'application qui se nomme Catma avec le commentaire démo webinar que j'avais saisi juste avant. Je peux cliquer sur le bouton démarrer la prise en main et je me retrouve avec la même session qui est partagée sur les 2 côtés, avec les 2 utilisateurs. Ce partage de session, c'est donc fait entre 2 utilisateurs connus et avec des groupes d'utilisateurs qui ont été prédéfinis en amont par les administrateurs. Mais je pourrais aussi très bien, heu, être utilisateur de ce côté-ci, pardonnez-moi, de ce côté-ci, et vouloir partager ma session peut-être même avec le support de l'éditeur. Donc, pour aujourd'hui, le support éditeur va être joué par Bernard, qui ne possède pas de compte sur cet environnement CyberElement. Et donc, je vais lui envoyer une invitation par mail pour pouvoir rejoindre notre session en cours. Donc là, Bernard va très prochainement recevoir un mail. Il va pouvoir, à l'intérieur de ce mail, cliquer sur un lien qui va le rediriger sur le portail CyberElement, il y aura un mot de passe à saisir et il pourra rejoindre la session. Donc, le temps que tout ce process se fasse, il faut savoir que toutes les prises en main dans notre produit sont tracées. Hein. Donc, on basculera juste après cette partie-ci dans la console d'administration pour justement observer que les différents accès qui ont été réalisés sur cette session unique de connexion vers un serveur RDP ont bien pu être tracés, voire même donner la possibilité à l'administrateur de mettre en valeur ces différents accès. Je vais même, je pense, directement me rendre dans la console d'administration. Alors, je vais me reconnecter rapidement. J'ai reçu les mails, je me suis connecté en tant que Bernard. Parfait. Donc, vous voyez ma souris qui est encore en haut à droite, enfin mon curseur de souris qui est encore en haut à droite. Là, en ce moment, c'est bien Bernard qui a la main sur la session. Il peut réaliser toutes les tâches qu'il souhaite et tout ce qui est réalisé en ce moment est bien tracé par le produit. Donc je vais rebasculer cette fois-ci dans la console d'administration pour justement observer ceci. La console d'administration dans le centre de contrôle, c'est ici que l'on voit les sessions en live. D'ailleurs, on remarque la frappe clavier aléatoire que Bernard a saisie dans le bloc-notes. Et lorsque je clique sur visualiser et aller un peu plus loin, je remarque qu'il y a 2 utilisateurs qui ont rejoint la session. Il y a l'utilisateur connu de Cleanroom, pardonnez-moi, de CyberElement qui se nomme support du domaine webinar et l'utilisateur inconnu, Bernard, qui nous a rejoint lors de cette session. On remarquera aussi un autre bouton dans ce centre de contrôle qui est présent, c'est le bouton rejoindre la session. Ceci, c'est pour le dernier cas d'usage, celui des administrateurs qui ont besoin de prendre en main une session en cours. Il leur suffit simplement de cliquer sur le bouton pour rejoindre la session en cours avec l'utilisateur. Donc, toute cette démonstration s'est faite sur cet accès RDP, mais il faut savoir qu'on n'est pas uniquement limité au RDP. On peut d'ailleurs fermer la session et en ouvrir une de type SSH pour vous montrer que c'est aussi possible. Donc, je vais commencer avec une commande réseau. J'aime bien les commandes réseau. Je vais retourner sur ma console d'administration. Alors là, cette session a été terminée, d'où le message d'avertissement. J'ai un raccourci direct pour rejoindre la session.
Et je rejoins bien la session. On voit bien que la commande IPA avait été renseignée. Je vais en rajouter une autre commande réseau. Et si je reviens du côté utilisateur, j'ai bien la commande IP route qui apparaît. Ceci est le 4 mains. Est le 4 mains avec les différents cas d'usage que nous avons conçus et pensés. L'ensemble de ces paramétrages, toujours dans un contexte Zero Trust, font que pour la partie utilisateur, nous allons pouvoir indiquer quels utilisateurs sont concernés pour quelles applications et avec quels droits. Est-ce que ils vont pouvoir partager seulement à des groupes assistants, mais pas inviter d'utilisateurs inconnus, ou est-ce que, dans certains cas, ils vont pouvoir inviter les utilisateurs inconnus de CyberElements. Nous vont basculer à la prochaine fonctionnalité. Bernard, je te rends la main. Oui, merci Lucas. On va maintenant basculer sur des fonctionnalités plutôt liées au coffre-fort. Donc le coffre-fort qui contient les comptes et les alias utilisés pour l'accès aux ressources administrées. En général, c'est vrai que les comptes sont plutôt orientés ressources. Ce sont des comptes utilisés pour l'accès à des ressources. Et donc, ça évite notamment de divulguer, par exemple, des crédentiels à des prestataires. Et c'est Cleanroom ou CyberElements lui-même qui injecte les crédentiels pour accéder aux ressources. Et ce sont souvent des comptes orientés ressources. On peut avoir plusieurs comptes pour une même ressource, etc. Maintenant, ce serait intéressant d'avoir des comptes et des alias orientés utilisateurs. Et est-ce que, Lucas, l'utilisateur peut créer lui-même ses propres alias pour accéder aux ressources et voilà, comment sont gérés ces alias, on va dire, personnels? Effectivement, l'utilisateur peut utiliser ses propres identifiants, toujours si l'administrateur lui autorise. Je vais reprendre cette session SSH où nous avons été connectés avec un compte utilisateur nommé CyberElements. Moi, je sais que sur ce serveur, à titre personnel, j'ai un compte pour pouvoir me connecter à cette machine. Sur le portail figure une petite icône en plus par rapport à toutes les autres tuiles pour cette application-ci, c'est l'icône de coffre-fort que nous voyons juste ici. Cette icône me signale que je suis autorisé à utiliser mes propres comptes pour me connecter à la machine. Lorsque je souhaite lancer l'application, je vois ici un alias du coffre-fort que l'administrateur a renseigné. Je n'ai aucun pouvoir d'édition dessus et je peux l'utiliser ou bien je peux utiliser un alias de mon coffre-fort personnel. Mon coffre-fort personnel est actuellement vide, donc je vais en créer un nouveau. On est sur un serveur de type SSH, je vais même utiliser une clé SSH pour me connecter sur le serveur distant. Donc, je connais mon login parce que ma clé SSH est liée à un certain login. Je vais renseigner ma clé SSH et le mot de passe de la clé SSH. J'ai maintenant dans mon coffre-fort personnel ma clé SSH pour me connecter et je vais l'associer avec l'application et pouvoir me connecter cette fois-ci avec ma clé et l'utilisateur user1_adm. Si j'initie la connexion, nous voyons directement que nous sommes connectés avec l'utilisateur user1_adm avec un identifiant du coffre-fort personnel et non pas un identifiant qui a été fourni par un administrateur. Merci Lucas. Alors, il y a un autre cas d'usage. Par exemple, si j'ai un prestataire qui doit intervenir sur mon système d'information et qu'il y a plusieurs personnes du prestataire qui doivent intervenir, on sait que, par exemple, la réglementation, notamment en NIS2, mais des réglementations habituelles, impose en fait l'utilisation de comptes individuels pour l'accès aux ressources, et notamment avoir une traçabilité aussi sur quel compte individuel a été utilisé par qui pour l'accès aux ressources. Une manière élégante, on va dire, de traiter le sujet, c'est de passer par ce qu'on appelle des alias dynamiques, c'est-à-dire la création dynamique de l'alias au moment de l'accès à la ressource en fonction de l'utilisateur qui accède à la ressource ou à l'application. Est-ce que tu peux nous montrer ça, Lucas? Bien sûr. Alors, la démo initiale va pas forcément faire apparaître cette fonctionnalité parce que le but de cette fonctionnalité, c'est qu'elle soit transparente pour l'utilisateur. Ça va être du côté de l'administrateur que nous allons voir plutôt une différenciation dans le fonctionnement. Pour ceci, je vais utiliser
cette application-ci. Donc, on va se connecter à un serveur RDP, c'est relativement classique, sauf que nous allons observer le compte utilisateur avec lequel nous avons été connectés. Le compte utilisateur se prénomme user1_adm. Déjà, nous pouvons noter que ce compte utilisateur n'est pas le compte avec lequel je me suis connecté au portail CyberElement. Ça veut dire que c'est CyberElement qui en a connaissance de ce compte et qui l'a injecté à la place de l'utilisateur sans qu'il en ait connaissance. Bien, je vais me déconnecter complètement de ma session CyberElement, sauf que cette fois-ci, je ne vais plus être connecté avec user 1, mais je vais être connecté avec user 2. Je me connecte avec user 2 et je vais lancer exactement la même application, sans modifier un quelconque paramétrage côté administrateur. Donc, je relance exactement la même application. Nous allons avoir la session qui va s'initialiser pour la connexion RDP et je vais rejouer exactement le même petit script qui en fait lance une commande Who am I pour vous montrer avec quel compte utilisateur nous sommes connectés. Et là, je suis bien connecté avec le compte user2ADM. Ça veut dire que CyberElement, à ce moment précis, est en capacité d'injecter un identifiant spécifique en fonction de l'utilisateur qui s'est connecté au portail. C'est la fonctionnalité d'alias dynamique. Et dans le produit, comment est-ce qu'on le retrouve? Dans le coffre-fort, nous allons renseigner les différents comptes des utilisateurs, les comptes d'administrateurs personnels, admettons des prestataires, voire peut-être même des admins internes, pourquoi pas. Et on va essayer de suivre une syntaxe un peu particulière. Moi, j'ai suivi une syntaxe relativement simple. On a le login de l'utilisateur _ADM. Une fois que nous avons fait ça, nous allons créer un alias dynamique. Et cet alias dynamique, on va lui donner le modèle qui va lui permettre de justement corréler le login utilisateur avec un alias spécifique dans le coffre-fort. Donc la partie ici, pourcentage user pourcentage, sera remplacée en fait par le login de l'utilisateur. Et ensuite, le produit vérifiera si oui ou non, il y a des alias disponibles. Avec ce modèle-ci, j'ai 2 alias qui sont disponibles dans mon coffre-fort actuel. Et je peux même vérifier que si je me connecte avec user 1, c'est bien l'alias user1DM qui remonte. Avec le 2, ce sera aussi le cas. Par contre, si on tente avec le 3, il n'existe pas dans le coffre-fort à l'heure actuelle. Donc, si on avait un utilisateur user 3, l'accès à l'application ne lui serait pas disponible. Cet alias dynamique se paramètre au final comme un alias traditionnel. Donc, on va simplement éditer l'application sur laquelle j'ai paramétrer cet alias dynamique et on s'aperçoit que en fait on injecte au même endroit qu'un autre alias. Si j'avais saisi ici un autre alias, je l'aurais injecté. On l'injecte exactement au même endroit. Très bien, merci Lucas. On sait qu'un des risques cyber importants, c'est ce qu'on appelle le déplacement latéral, le mouvement latéral. Voilà, une fois qu'on a accédé à une ressource, la possibilité potentiellement de se déplacer au sein de l'infrastructure. Et donc, ce qui est essentiel, c'est de pouvoir vraiment empêcher ce qu'on appelle les rebonds ou bloquer les rebonds, que ce soit quand j'accède à un serveur Windows ou un serveur SSH. Donc, est-ce que tu peux nous montrer cette fonctionnalité d'anti-rebond dans CyberElements? Bien sûr. Alors, je vais directement passer par l'exemple avec l'application SSH que nous avions déjà préparamétrée. Je vais cette fois-ci me connecter et je vais tenter de réaliser une connexion SSH sur un serveur distant. Je suis connecté sur le serveur LME-011, je tente de me connecter à celui en LME-010 et j'observe que je ne parviens pas à m'y connecter. On pourrait dire que peut-être il n'y a pas de résolution DNS, que peut-être le serveur n'existe pas. La simple modification que je vais apporter pour cette démonstration, c'est qu'en tant qu'administrateur, je vais autoriser l'accès à ce serveur SSH secondaire à l'utilisateur. Ces règles contre les rebonds réseau se paramètrent au niveau des politiques d'accès. Et donc, si vous avez une politique d'accès par prestataire qui diffère, vous pouvez leur appliquer des règles réseau différentes. Donc là, je vais simplement indiquer l'adresse IP de mon serveur SSH, le port 22 pour limiter au maximum les différents accès qui pourraient être possibles depuis la machine initiale. Et maintenant que
ce paramétrage a été modifié. Si je rebascule en tant qu'utilisateur, que je retente un accès SSH, je vais pouvoir me connecter directement à la machine. Donc la fonctionnalité d'anti-rebond réseau est aussi bien valide en SSH qu'en RDP. En RDP, nous aurions eu le même principe avec le même paramétrage côté administrateur, c'est-à-dire passer par la politique d'accès pour indiquer que sur cette politique d'accès, nous offrons l'accès à telle ou telle machine sur mon réseau ou sur Internet. Très bien, merci Lucas. Donc effectivement, on a évoqué les fonctionnalités coffre-fort et on a parlé du coffre-fort personnel, de la liaison dynamique, etc. Et effectivement, le produit intègre nativement le coffre-fort de CyberElements, qui peut être d'ailleurs déployé également dans le LAN de l'organisation. Maintenant, il arrive que les entreprises, les organisations aient déjà leur propre solution de coffre-fort. Et par exemple, ici, Keeper Security EPM, qui est un coffre-fort assez répandu sur le marché. Est-ce qu'on peut utiliser CyberElements en le connectant au coffre-fort, un coffre-fort tiers comme Keeper Security EPM? Et du coup, quel est l'impact sur l'utilisation du produit? Bien sûr, et en plus, l'utilisation de Keeper EPM est relativement facilitée dans notre produit. Dans notre produit, il suffit juste de le paramétrer pour exploiter le coffre-fort Keeper Security. Je vais le faire tout de suite. Et ensuite, pour que CyberElement puisse se connecter à Keeper EPM, on doit lui indiquer un jeton d'accès soit lorsqu'on ouvre pour la première fois le coffre-fort ou quand on clique configuration. Donc pour le moment, je n'ai pas ce jeton d'accès. Je vais basculer sur mon Keeper EPM. Je vais créer une nouvelle application pour générer un nouveau jeton. Je choisis le dossier de partage. Je crée le jeton. Je le copie dans le presse-papier et nous l'ajoutons juste ici. Et je retrouve l'ensemble de mes identifiants stockés dans Keeper EPM disponibles dans CyberElements pour permettre de connecter l'utilisateur sans qu'il n'ait connaissance au final des identifiants sur les différentes machines. Merci Lucas. Et, dernière fonctionnalité qu'on voulait évoquer, je fais référence par exemple de nouveau à la NIS 2, la réglementation sur la sécurité notamment des accès distants, qui évoque par exemple dans la transposition et dans la réglementation le fait d'utiliser des tunnels chiffrés de bout en bout entre le poste de l'utilisateur et le LAN d'accès aux ressources. Donc, cette nécessité d'avoir des tunnels génériques chiffrés, d'avoir des passerelles également de connexion et d'échange pour les flux entrants et les flux sortants, pour un accès sécurisé distant vraiment au maximum et zéro trust. Cette capacité de tunneling permet également d'adresser d'autres protocoles, éventuellement que les protocoles, on va dire, que la notion protocolaire classique qu'on a vu là, RDP, SSH au même web, ou VNC, et donc de faire passer dans ces tunnels des protocoles différents, et du coup aussi d'appliquer plus facilement, plus naturellement le PAM à des environnements non seulement informatiques, mais aussi industriels, de faire du PAM pour IT, et de faire également du PAM pour OT. Est-ce que tu peux nous montrer cette capacité de tunneling end-to-end chiffré entre le poste, on va dire, et le LAN des ressources? Effectivement. Donc, on a la capacité au final de transmettre n'importe quel protocole basé sur TCP ou UDP. Pour cette démonstration, on va utiliser une redirection d'un protocole SQL pour qu'on puisse se connecter en SQL à une base de données. Mais on aurait très bien pu, dans le secteur outil, par exemple, rediriger le protocole Modbus. On aurait pu se connecter à des automates ou dans le secteur IT. Si vous avez une application particulière avec un client lourd et un protocole propriétaire, vous êtes aussi en capacité de rediriger, de créer un tunnel pour que l'application lourde puisse se connecter.
Donc ici, j'ai un pré-paramétrage d'une application pour rediriger le flux SQL. Par contre, on va aussi ajouter un alias du coffre-fort keeper de type base de données pour que la connexion soit transparente pour l'utilisateur sans forcément qu'il ait connaissance des identifiants. Je vais rebasculer côté utilisateur. Et je vais lancer ma dernière application présente sur le portail. Donc, il y a besoin d'un client à installer sur le poste utilisateur parce qu'on va rediriger, on va créer un tunnel, monter un tunnel vers le poste de l'utilisateur. Et une fois que le tunnel est créé, du fait que l'application a été paramétrée pour avoir un lancement automatique en injectant en plus les identifiants de connexion, je suis directement connecté à ma base de données distante et je peux réaliser toutes les actions que je souhaitais. Mais si j'étais dans un milieu industriel, j'aurais pu utiliser mon application de connexion à l'automate pour le paramétrer, pour le surveiller. Voilà. C'est vraiment une capacité forte de notre produit, une technologie qu'on maîtrise depuis plusieurs années, qui est de transférer, tunneliser des flux et les mettre à disposition de manière sécurisée à l'utilisateur seulement si l'utilisateur approuvé et éventuellement sur un poste aussi de confiance à l'aide des règles de conformité. Vous souhaitez également tester par vous-même en fait Cyber Elements, nous vous mettrons le lien vers notre plateforme, voilà, que présente Lucas, où à partir de cette plateforme, voilà, vous pouvez en toute autonomie créer une instance et donc tester par vous-même ce qui a pu être présenté.